Et on rentre dans le vif du sujet avec l'interview d'André Tricot et Franck Abadieu. Donc l'idée de cet ouvrage, c'était de répondre à certaines croyances ou idées reçues qu'il pouvait y avoir sur le numérique. Donc on s'est posé la question de savoir quelles étaient les croyances qui revenaient le plus quand on discutait avec des pédagogues, des enseignants, des ingénieurs TIS, ou Monsieur Tout-le-Monde. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'espérance dans l'émergence de nouvelles innovations technologiques pour la pédagogie. Et donc on s'est demandé, effectivement, est-ce que ces croyances sont fondées? Est-ce qu'elles reposent sur une réalité? Et qu'est-ce que peut nous apprendre la science et les travaux scientifiques sur ces questions? Le thème du livre, c'est un thème qui m'intéresse depuis des années. L'idée que quand on travaille dans un domaine, moi ça fait 25 ans que je fais la recherche sur ce sujet-là, de l'apprentissage avec le numérique. Et quand on fait de la recherche sur un sujet comme ça qui intéresse aussi l'actualité, les journalistes, les politiques, les cadres des grandes institutions ou des grandes entreprises, on est toujours un peu choqué par le décalage qu'il y a entre des grandes affirmations comme ça, de vous allez voir ce que vous allez voir, ça va marcher, ça va être super, et les résultats qu'on obtient dans les recherches. Donc ça, c'est le thème. Je sais que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Chaque fois, j'écris à peu près un livre par an, c'est toujours cette même frustration de dire on a écrit le bouquin, et puis il va vite sa vie, sans qu'on sache comment il est reçu. Mythe et réalité, c'était un sujet que l'on connaissait? Oui, bien sûr, je dirais presque que c'est une constante dans la réflexion du FOD depuis sa création. Nous avions d'ailleurs en pleine période de la bulle Internet, on avait fait des rencontres qui s'intitulaient les e-illusions. Et puis, quelques années après, la bulle en question ayant éclaté, il a fallu qu'on dise un peu à tout le monde, ce n'est pas parce que ça n'était pas à la hauteur de vos illusions que c'est devenu rien du tout. Et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc cette thématique des mythes, des croyances, est une thématique constante du FOD, où je dirais que nous sommes plutôt des pédagogues technophiles avec quelques technologues pédagophiles, si on peut dire. Mais on a toujours été sur le croisement des deux, et sans oublier la pédagogie que parfois la technologie a tendance à oublier. Et c'est ce qui reflète l'ensemble de ce livre. Alors je suis tout à fait en faute, j'ai oublié de dire qu'on fêtait les 20 ans du FOD. Donc c'était un peu aussi l'occasion de se présenter différemment. Non, les croyances, dès qu'on a une innovation technologique, on a toujours eu des croyances liées après aux perspectives pédagogiques qui peuvent émerger grâce à ces technologies. L'insertion de l'informatique dans le milieu scolaire, on a déjà observé des croyances fortes. On a eu des croyances aussi avec l'émergence du multimédia. Donc on disait par exemple déjà il y a 20 ans, le multimédia, ça va rendre les élèves plus motivés, ça va leur permettre d'être plus attentifs, de mieux comprendre les choses, et on s'aperçoit que c'est loin d'être si simple, que parfois il peut y avoir certains intérêts, et parfois il peut y avoir quelques contraintes ou quelques limites. C'est ce qu'on a mis en exergue là, quand on a trouvé cette citation de Thomas Edison qui dit « Les livres vont bientôt disparaître des salles de classe », ou « Les livres seront bientôt obsolètes dans les salles de classe ». Ce qui est fascinant, c'est de constater que Thomas Edison n'avait absolument pas envisagé à quel point le cinéma allait bouleverser la culture. Alors, l'idée déjà simple par rapport à l'outil, c'est que l'outil est un outil. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler à pas mal de personnes, que ce soit un outil multimédia, un ordinateur, une tablette, un smartphone, une classe virtuelle, etc. À un moment, c'est un outil. C'est un outil qui permet de mettre en place certaines activités. Des croyances, Jacques, qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée que l'on a cru à des choses? Oui, il y avait deux types de croyances. Il y avait celles qui sont évoquées ici,
qui sont du type très très positif, On y croit. trop positif. On y Vous allez croit. voir ce que vous allez voir. Mais il y avait aussi les mêmes craintes, qui étaient d'ailleurs aussi fortes, sinon plus fortes, et aussi illusoires d'ailleurs. Ce sont qui étaient, on n'aura plus besoin de profs du tout, on n'aura plus besoin de murs, ni de bâtiments, hein, mortar, comme disaient les Américains. Tout va se passer à domicile ou dans des lieux affectés à ça. Je dirais que les illusions étaient dans les deux sens. Il y avait les illusions de ceux qui étaient de véritables croisés des technologies, et il y avait Bien marketé. le grand nombre de ceux qui craignaient l'arrivée de ces nouvelles technologies, surtout à cause de ce que l'on en disait, les uns renforçant les autres. Et justement, nous, notre rôle au FOD, c'était d'essayer de mettre un petit peu de raison et de bon sens dans tout ça. Alors la question que je pose ensuite à Franck Amadieu, là, c'est de dire, finalement, ce qui compte, et c'est ce qu'ils écrivent dans leur bouquin, c'est d'avoir un bon scénario. Donc on va écouter la suite. Etc. Ce qui est important pédagogiquement, c'est la scénarisation de ces activités. Donc comment j'organise ma formation, soit à un niveau micro, ça peut être temporellement très court, sur l'heure, sur 2 heures, ou une formation sur l'année. Hein. C'est comment je vais scénariser cette formation. Et à un moment, dans ce scénario, comment je vais recourir à certains outils technologiques ou pas. Alors j'ai l'impression que les gens qui font le métier de formateur ou le métier d'enseignant, ils savent que les ressources, c'est que des ressources. Ça peut être génial, mais ça ne remplace pas le cœur du métier, qui est de concevoir un scénario pédagogique. L'idée, moi, que je défends avec Franck, c'est que ce qui est en train de se passer est absolument extraordinaire. L'arrivée des ressources numériques, c'est absolument fabuleux. Mais ces ressources, il faut se poser la question de comment on les intègre dans un dispositif de formation. Ces ressources, ce n'est pas en soi un dispositif de formation. Et quand on conçoit un dispositif de formation, que ce soit des élèves ou des professionnels, toujours on se pose la même question. Qu'est-ce que je vais leur faire apprendre ? À quel point ils sont loin de ces objectifs-là ? Autrement dit, quel chemin ils vont devoir, quelles étapes ils vont devoir franchir pour atteindre cet objectif. Du coup, combien de temps ça va me prendre ? Il va me falloir 1 semaine, il va me falloir 6 mois pour les former. Puis après, on se pose la question de qu'est-ce que je vais leur faire faire maintenant que j'ai mes étapes. Est-ce qu'il va falloir qu'ils résolvent des problèmes ? Est-ce qu'il faut en faire une enquête ? Est-ce que je dois leur faire un cours avec des explications ? Est-ce qu'ils vont devoir faire des exercices d'entraînement ? Si c'est un geste technique qui est visé, quelle situation d'entraînement technique ? Puis, je ne sais pas, qu'est-ce qui va plutôt relever pour eux de la découverte ? Et est-ce que je les mets en situation d'enquête, etc. Et c'est une fois que j'ai défini ça, dire mes objectifs, ma progression et les tâches, c'est une fois que ça c'est défini, que je me dis, avec quelles ressources ? Donc mon scénario, il n'y a pas le bon scénario pédagogique et le mauvais scénario pédagogique. Je dirais que la priorité, c'est de pouvoir atteindre les objectifs. C'est quand même pour moi l'essentiel. Maintenant, il y a plusieurs façons de l'atteindre. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent amener à un même objectif. Mais voilà, je pense qu'il faut partir du scénario, indépendamment des outils, et après commencer à les intégrer, les outils qu'on a à disposition. Et évidemment, les outils peuvent aussi avoir une fonction de push, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous amener à innover, à créer de nouvelles activités qu'on n'aurait pas faites sans ces outils, bien sûr. Donc c'est une itération, hein. Je ne suis pas en train de dire l'outil, il faut juste aller le chercher en fonction du scénario. On revient sur le scénario en fonction des outils qu'on a découverts aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas partir en focalisant sur l'outil comme le font certains. Voilà, c'est-à-dire que tiens, mes élèves, ils vont utiliser cet outil. Et maintenant, j'organise toute ma pédagogie autour de cet outil. Je pense que ça, c'est pas la bonne idée. Comment tu réagis à cette notion de scénario ? Ça me rappelle une phrase qu'avait écrite Pierre Caspar quelque part, où il disait une information telle qu'on peut la trouver sur Wikipédia ou ailleurs, c'est comme une pierre. Mais un tas de pierres, ça n'a jamais fait une maison.
Et je crois que c'est vraiment ça qu'ils veulent dire lorsqu'ils posent le scénario comme la base même de l'ingénierie pédagogique. Et je crois qu'effectivement, ils touchent du doigt un point faible que nous avons en France, qu'on partage d'ailleurs avec le cinéma français, qui est la faiblesse de l'importance donnée au scénario. Je ne sais plus quel était le metteur en scène américain qui disait « Un bon film, c'est premièrement une bonne histoire, deuxièmement une bonne histoire, troisièmement une bonne histoire. » D'ailleurs, si on regarde les rémunérations comparées des scénaristes américains et des scénaristes français, on voit tout de suite l'importance que chacun des deux pays accorde à cette profession pourtant difficile. C'est pareil en pédagogie. Je suis tout à fait d'accord que la difficulté, c'est justement de construire un scénario qui utilise, et c'est au niveau du scénario que la pédagogie prend tout son effet. Et le trop d'importance qu'on donne aux ressources en faisant souvent l'élément premier de l'ingénierie pédagogique est certainement une erreur. Disons une erreur de jeunesse. Pour une même performance, l'efficience va consister à mobiliser plus ou moins de moyens. C'est-à-dire que si pour atteindre une même performance, j'ai dû mobiliser des moyens importants en termes de temps, en termes de coûts, d'investissement financier, alors pour moi, c'est peut-être moins efficient qu'une situation qui m'amène au même résultat, aux mêmes performances, mais pour des temps d'apprentissage plus courts, des coûts moins importants. Maintenant, attention à ne pas tomber dans la croyance inverse. Ce n'est pas parce que je crois que l'outil m'est utile qu'il l'est forcément. C'est-à-dire qu'il y a plein de travaux sur la métacognition, on a des collègues qui travaillent là-dessus, qui montrent bien qu'on peut avoir une croyance sur sa façon d'apprendre, sur les performances de l'outil, et qui est une croyance relativement distante de la réalité. C'est-à-dire que l'outil n'est pas si performant que ça en termes d'acquisition de compétences, mais l'apprenant a l'illusion, et je dis bien l'illusion, qu'il apprend mieux avec l'outil. Le risque, c'est qu'on ait des gens après qui vivent dans une illusion que l'outil leur permet d'être plus performants alors qu'ils ne le sont pas. Et s'ils ont cette illusion, le risque, c'est qu'après, ils vont avoir du mal à réguler leur propre apprentissage, puisqu'ils ont une mauvaise évaluation de ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. Or ça, on sait que c'est un vrai problème pour l'apprentissage. Il vaut mieux avoir une bonne conscience de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas pour pouvoir justement mettre en place les bonnes activités. C'est ça, l'idée c'est une fois que j'ai un scénario de qualité, les ressources numériques sont fabuleuses. C'est-à-dire qu'il y a plein de registres dans lesquels maintenant que je sais bien ce que je vais enseigner ou former, que je sais bien avec quelle tâche je vais le faire, je vais... Alors parfois, le paradoxe qu'on n'a pas du tout abordé dans le bouquin, mais qui est quelque chose qui m'intéresse depuis des années, c'est que je suis en train de dire que les ressources, elles ont une place secondaire. C'est-à-dire que la place centrale, c'est la définition de mes objectifs, la progression et les tâches. Qu'est-ce que je vais faire ? Mais pour que les ressources aient une place secondaire, c'est-à-dire qu'elles viennent quand j'ai défini le reste, il me faut une grande culture technologique. Il faut que je connaisse tout ce qui existe comme ressources numériques. On s'imagine ces nouvelles générations qui sont nées avec Internet, maintenant ces nouvelles générations qui grandissent avec un iPad, etc. Finalement, ça y est, sont déconnectés de toute situation traditionnelle, papier, qu'ils ne peuvent pas s'intéresser si ça ne bouge pas, s'il n'y a pas de la vidéo, s'il n'y a pas du numérique, et que tous finalement sont compétents pour apprendre avec les outils numériques puisqu'ils les pratiquent depuis petit. Et en fait, il faut bien dissocier les compétences d'usage du numérique en loisirs, en communication par exemple Facebook et autres, de l'usage pédagogique. Et les élèves eux-mêmes, quand j'interroge des élèves, font la distinction. Comme ça. Alors, ça c'est une question différente qui est tout aussi importante, c'est que à chaque fois que l'espèce humaine crée une nouvelle technologie, de la connaissance,
cette technologie, elle crée une nouvelle culture. Ça, je veux dire, ça s'est passé avec l'imprimerie, ça s'est passé avec l'invention de l'écrit, ça s'est passé avec l'invention du cinéma. À chaque fois, c'est la même histoire. Hein. C'est que dès qu'il y a une nouvelle technologie de la connaissance, il y a une nouvelle culture. Et vraiment, avec ces nouveaux codes, avec ces nouvelles œuvres, avec ces nouveaux auteurs, ces nouveaux artistes, etc. Ça, il y a des nouvelles cultures, et donc il y a des cultures numériques, c'est pas du tout le problème. Mais je crois qu'il faut complètement distinguer cette question-là de la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces outils en classe. Mais ça, moi, je crois absolument pas à cette idée de on a oublié la transmission. Et la transmission n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Jamais de toute l'histoire de l'humanité, les élèves sont restés aussi longtemps à l'école. Jamais les humains ont passé autant de temps à étudier qu'aujourd'hui. Jamais les humains n'ont passé autant de temps à lire qu'aujourd'hui. Donc pour moi, l'opposition nouvelle culture numérique et culture classique, elle ne m'intéresse pas. Je ne me la pose pas. Je crains qu'au nom de... Mais je suis d'accord avec eux, on dit la même chose. Au nom de... Les jeunes sont habitués aux nouveaux outils technologiques, donc, on peut être amené à jouer aux apprentis sorciers. Je sais pas, moi, quand je découvre qu'aux États-Unis, dans un certain nombre d'États, les enfants n'apprennent plus l'écriture manuscrite, je ne sais pas quoi en dire, si ce n'est que ça m'inquiète. Alors, c'est peut-être parce que je ne suis pas moi-même un scientifique de la question, c'est peut-être pas inquiétant, ça l'est peut-être. Et je crois que dans ce domaine de l'usage des technologies, il faut vraiment qu'on approfondisse du côté des neurosciences, etc., l'ensemble des impacts d'un certain nombre de choix que l'on peut être amené à faire. Une nouvelle culture, oui, ça dépend de ce qu'on appelle culture. La question que moi j'avais posée, c'est est-ce qu'ils avaient vu apparaître une nouvelle façon d'apprendre? Et leur réponse, elle est dans les rushs, ils disaient, bah non, le cerveau, il n'a pas changé en 20 ans. D'ailleurs, ils citent quelque part dans leur ouvrage le fameux passage, je crois que c'est dans Phèdre, où Socrate s'inquiète qu'avec le développement de l'écriture, les gens ne mémoriseront plus. C'est intéressant comme approche. C'est un peu la même que nous avons aujourd'hui au sujet. Est-ce que c'est encore utile de mémoriser quelque chose, puisqu'il y a tout dans les bases de données? Pour certains chapitres, certaines questions qu'on pose, oui, indéniablement. Pour d'autres, non. Ça, clairement, par exemple, à un moment, on s'est intéressé à la plus-value de l'image animée, hein, où on montre que l'image animée, pour comprendre des phénomènes complexes et dynamiques, c'est très utile en fin d'apprentissage et pas en début d'apprentissage, où ça impose, où il y a trop de complexité dans la perception de l'image, gêne la compréhension par rapport à une succession d'images statiques. Ça, les études là, elles donnent exactement les mêmes résultats chez des adultes en formation professionnelle et chez des élèves et chez des étudiants qui font un CAP en électricité. Là, c'est un problème cognitif. Ouais, c'est un problème en gros de fonctionnement de nos processus attentionnels et des liens entre processus attentionnels et compréhension. Donc ça, c'est vraiment pas dépendant de l'âge. D'ailleurs, c'est aussi intéressant cette question parce que c'est sans doute une des difficultés qu'on a avec le mythe là, des digital natives, hein, le fait que les enfants qui sont nés avec un ordinateur auraient des capacités supérieures à la génération précédente. Marketing. Ouais. Alors, nous, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, c'est toujours la question de la généralisation, du degré de généralisation des résultats dans les études. Donc c'est pour ça qu'on a essayé dans l'ouvrage d'aller chercher ce que nous on appelle des revues de littérature, des méta-analyses, c'est-à-dire des articles scientifiques qui font ce travail de recensement des différents travaux sur une question précise. Et ils sont allés voir, en gros, sur l'ensemble des travaux sur cette question,
Est-ce qu'il y a des conclusions convergentes? Est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes choses? Au contraire, comme les serious games, il y a des divergences, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Donc on a essayé de partir de certains travaux qui balayent la littérature et de s'appuyer sur leurs conclusions pour dire déjà, voilà, un premier niveau de généralisation possible. La question de l'enfant et de l'adulte, dans l'ouvrage, on se base principalement sur des travaux liés à l'adulte. Donc, pour ce qui est de la formation de l'adulte, je dirais que beaucoup de nos travaux sont faits avec des étudiants. Bon, je crois que nous aussi, au FOD, on attend des travaux de recherche qui confirmeraient ou pas les différentes expériences que l'on peut tenter. Oui, On est obligé d'être d'accord. J'ai du mal à réagir parce que d'abord je respecte beaucoup ces deux auteurs, ensuite ils ne sont pas là pour me répondre. Mais je dirais que bon, globalement je suis d'accord avec ce qui est dit. Je pense néanmoins qu'il est difficile d'isoler un facteur, quel qu'il soit, en l'occurrence l'usage des technologies, par rapport à un phénomène global qui est celui de l'éducation. L'éducation d'un enfant, l'éducation d'un adulte. Il y a tellement d'autres éléments qui interviennent que c'est difficile de l'isoler. Et une des craintes qu'on peut avoir actuellement, c'est que la même habileté technologique, selon que l'enfant est dans un milieu socio-culturel favorable, où il y a plein d'autres éléments qui contribuent à son éducation, et celui qui est dans un milieu socio-culturel beaucoup moins favorable, où il est vraiment seul face aux informations qui lui arrivent par l'ordinateur, l'effet ne soit pas du tout le même. Il y a quelques années, j'avais vu une étude dans ce domaine sur la télévision qui montrait parfaitement que la même télévision, lorsqu'elle est le seul élément pour quelqu'un d'un milieu socio-culturel défavorable, est une sorte de drogue qui libère son esprit pour écouter la pub, comme disait l'autre, alors que la même télévision, dans un milieu socio-culturel favorable, le rend, si ce n'est plus intelligent, en tout cas plus instruit que les générations précédentes. Et je pense qu'avec les technologies, on aura probablement la même analyse. Et donc, ils cherchent beaucoup dans leur bouquin à comparer ce qui est comparable, et ils se méfient beaucoup des effets de généralisation. Et on revient au rôle de l'enseignant. Et la valeur de l'enseignant, donc pas ajoutée, mais la valeur de l'enseignant, pour moi, exactement, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que on a plein de travaux depuis le e-learning, justement, qui montrent qu'il y a des difficultés à être autonome pour un apprenant à distance, qu'il y a des taux d'abandon qui peuvent être très importants, on l'a vu. Dans les MOOC aussi, hein. Donc dans les MOOC, on dit oui, tiens, il y a tel pourcentage qui réussit. Oui, parce qu'effectivement, ils ont après des situations propices pour étudier, ils ont des compétences qui leur permettent d'être autonomes, ne serait-ce que des motivations fortes, par exemple. Est-ce que pour autant, l'outil, le dispositif est suffisant? Non, on voit qu'on a besoin des enseignants, dans le sens où il y a une recherche de lien social, à travers les forums, les moyens de communication, le présentiel, par exemple. Nous, quand on fait de l'enseignement à distance, il y a une demande forte de moments de présentiel, de regroupement. Et voilà, et les gens ont besoin de ça, mais même pour le lien humain. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de contact et d'échange au-delà même des simples outils numériques. Donc, la même chose que précédemment, il y a toute une série d'éléments d'environnement et d'environnement socio-culturel qui jouent. Je crois qu'il ne faut pas nier la possibilité d'une autodidaxie pure. Simplement, il faut savoir qu'elle touche une minorité de personnes. Moi, je me souviens, Bernard Blandin, qui n'est pas des nôtres, avait été aux États-Unis. C'est un des premiers à m'avoir parlé du blended learning, puisque à l'époque, on ne parlait que du e-learning qu'on voyait comme un système totalitaire. Et il est revenu des États-Unis en disant qu'il avait assisté à une conférence où tout le monde avait tiré les conclusions que dans un dispositif choisi par l'apprenant, où il est volontaire,
sans aucune médiation humaine, il y en a 15% qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Et je me suis souvenu que dans mes tout débuts de carrière, j'ai travaillé dans l'enseignement par correspondance, on disait à l'époque. Et là aussi, ceux qui arrivaient jusqu'au bout, c'était 15%. Donc peut-être que 15% d'une population déjà choisie, hein, qui s'est auto-sélectionnée, c'est pas des... il y en a un certain nombre, peut-être 15%, qui sont capables d'aller tout seuls jusqu'au bout. 85% ont besoin d'un accompagnement. Bon, c'est ce qu'il... Bon, nous, on continue nos travaux de recherche sur les questions justement de la perception des outils, de l'efficacité des outils et quel est le lien entre les deux, c'est-à-dire est-ce que certaines perceptions des outils qui sont positives, négatives, peuvent jouer sur la façon dont j'utilise l'outil et sur son efficacité, et inversement, comment mon expérience avec l'outil peut jouer sur ma perception de l'outil, de mon activité pédagogique ou d'apprentissage. Et donc c'est des questions nous on est en train d'étudier notamment avec les tablettes tactiles. Donc on travaille avec des collègues sur l'établissement, l'université, mais aussi dans les établissements scolaires. Après, en termes d'ouvrage, moi je sais que de plus en plus, ce qui m'intéresserait, c'est de refaire le même type d'ouvrage, mais plutôt que de questionner des croyances, c'est de dire maintenant, quelles sont les recommandations que l'on peut faire pour aider les gens à concevoir des dispositifs de manière plus rationnelle. En gros, qu'est-ce que les humains trafiquent là, avec ces technologies de la connaissance, quoi. La question, je pense qu'elle était déjà formulée par Michel Serres il y a une vingtaine d'années, qui est de dire finalement les technologies de la connaissance, en gros, est-ce que ce sont des technologies de la mémoire, est-ce que ce sont des technologies qui assistent notre intelligence On a le temps encore de prendre une ou deux réactions, peut-être, sur ce que vous venez de voir. Dire aussi quand même que le petit livre est à lire, et il est même, enfin, je ne suis pas sûr qu'il vous apprendra beaucoup de choses, mais c'est un très bon ouvrage de vulgarisation, ce qui n'est pas sa moindre qualité, donc on peut le distribuer.